bien bonjour et bienvenue à cette conférence de presse de la 21e édition du Festival Photo de la Gacilly. Nous sommes installés comme depuis quelques années ici au Centre culturel Artemisia pour vous présenter le festival, la programmation et les photographes qui seront cette année exposés du 21 juin au 3 novembre. Alors pour les personnes qui sont ici dans la salle, je vous demanderai à bien regarder si la sonnerie de votre téléphone est coupée. Et pour les personnes qui sont avec nous sur Internet, sachez donc qu'à l'issue de la présentation, vous pourrez poser vos questions aux différents intervenants, je les relayerai. Et pour les journalistes, sachez que c'est aussi à l'issue de cette conférence de presse que nous vous enverrons le dossier de presse. Comme ça, il n'y aura pas de faute possible pour les noms et les prénoms des photographes exposés. Avec donc Jacques Rocher, fondateur et président du festival, Emmanuel Der, qui est directeur d'exploitation du festival, et Cyril Drouet, commissaire des expositions. Nous allons donc vous présenter les thèmes, les photographes et les créations aussi pour cette édition. Et pour débuter, je propose à Jacques Rocher, fondateur et président du festival, de venir nous rejoindre sur scène pour le mot d'introduction. Bonjour à toutes et à tous, et merci Arnaud. En fait, le Festival Photo fête son 21e anniversaire. Comme l'expliquait le président précédent, et vous l'avez remarqué, certains festivals photo en particulier ont disparu. La situation financière est un élément extrêmement structurant pour l'avenir d'un festival photo. Alors c'est une association, certes, elle repose sur des partenariats publics, partenariats privés, licence aussi avec la ville de Baden, puisqu'on organise le festival de Baden en Autriche depuis 7 ans, les dons aussi de nos visiteurs, et puis la vente de produits. Donc moi, mon rôle, c'était quoi? C'est d'assurer la pérennité du festival photo. Je le répète souvent que c'est devenu un élément structurant au-delà du territoire de la Gacilly. C'est plus large. D'ailleurs, le président David Lapartien du Morbihan, du conseil départemental du Morbihan, a fait en sorte que et je remercie certains élus qui sont là, a fait en sorte que le festival de la Gacilly soit considéré comme un grand événement dans le Morbihan. Ce qui est essentiel. Parce qu'encore une fois, moi je me bats aussi pour faire en sorte que la culture en milieu rural, alors j'ai remarqué que notre ministre, Madame Rachida Dati, que j'ai invitée, elle m'a répondu. Pour une fois, une ministre me répond, ou un ministre de la Culture, me dit qu'elle viendrait peut-être. Alors ça tombe le 21 juin, comme vous le savez, on est obligé de décaler les dates parce que on a des travaux sur la Gacilly. Mais j'espère qu'elle viendra. Ça sera peut-être la première ministre de la Culture à venir à la Gacilly après 21 ans. On verra. Ce qui était important pour moi aussi, c'est de créer une nouvelle dynamique au sein de l'association et au niveau du conseil d'administration du festival. Et je tiens à remercier l'équipe qui fait vivre le festival photo. C'est un travail qui se fait sur l'année. Il ne faut pas croire que se fait simplement au bout sur 3 mois. L'association a évolué au niveau de sa structure, des personnes qui sont dedans. Il y a des anciens qui sont restés, et je les remercie. Et puis, c'est vrai que c'est extrêmement important de développer aussi une démarche vis-à-vis des bénévoles. Et pour nous, les bénévoles jouent un rôle essentiel dans la réalisation du festival. Vous savez, on va commencer à installer les photos. Alors, ça va être un peu prématuré, parce qu'il y a les travaux là, sur la place du bout du pont, mais on va commencer à installer les photos la semaine prochaine. Donc, c'est un gros travail en amont de mise en place de la mise en scène et derrière de la réalisation des tirages. Et j'en profite pour remercier les labos, que ce soit Agélia, que ce soit Picto, que ce soit Dupont,
que ça soit, j'en oublie, CV et puis... Initial Labo. Merci. Métropole, Initial Labo. Et c'est très, très, très important le rôle des laboratoires parce que c'est vraiment la qualité intrinsèque de leur travail qui est mis en scène. Et je peux vous dire que quand on travaille avec des photographes internationaux, nationaux ou internationaux d'ailleurs, eh bien c'est extrêmement important d'avoir une qualité de tirage et de reproduction et donc de mise en scène. Et je pense que c'est aussi la marque de fabrique du Festival Photo de l'Agacie. Voilà, donc on va laisser monsieur le commissaire tout à l'heure. Bon, vous avez vu qu'on... Non, on ne parle pas du continent pour le moment où on va. On laisse la surprise. On laisse la surprise, on laisse la surprise. C'est pas le Liechtenstein, en tout cas, non. Pas ma connaissance. Non. Et en tout cas, il y a un gros travail qui a été fait justement sur cette 21e édition de la programmation. Et je tiens à remercier encore une fois toute l'équipe, les bénévoles, les partenaires publics, privés, les partenaires locaux, puisque c'est extrêmement important. Je répète. Demain, vous arrêtez le festival, ça sera un désastre économique pour l'Agacie. C'est 7 millions d'euros qui reviennent sur le territoire. Donc voilà, c'est la réalité. Et encore une fois, la culture n'est pas simplement une dépense, mais aussi derrière, il y a des recettes. En tout cas, merci à vous d'être présents et puis eh bien, très bonne édition de présentation. Merci beaucoup, Jacques Rochet. Je propose à présent à Emmanuel Der de nous rejoindre sur scène, directeur d'exploitation de l'association du Festival Photo de l'Agacie. Depuis septembre, c'est donc votre première présentation. C'est à vous, Emmanuel. C'est ça. Merci Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Jacques a fait déjà une partie du tour de ce que représente le Festival Photo l'Agacie. Je ne vais donc pas y revenir. Tout à l'heure, en fin de conférence, je vous parlerai un peu plus en détail de nos partenaires et de nos mécènes. Mais maintenant, je voudrais faire un focus sur les membres de l'équipe du Festival Photo sans qui la programmation qu'a vous présenté Cyril tout à l'heure ne pourrait pas voir le jour. Dans cette équipe, il y a bien entendu Cyril Drouet, déjà, commissaire des expositions, qui choisit le thème, qui choisit les photographes, qui choisit les photos et qui aussi écrit les légendes. Et tout ça, c'est un gros travail qui se fait sur une grosse partie de l'année. Puis nous avons, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, 90 bénévoles qui nous accompagnent toute l'année sur différentes tâches diverses et variées. Depuis 3 semaines déjà, il y a une équipe de montage, ils sont là dans la salle ce matin, une équipe de 6 techniciennes et techniciens qui, pendant 3 mois, vont œuvrer pour faire éclore les images dans notre village. Mais il y a aussi une équipe de permanents. Cette équipe de permanents, ce sont ce qu'on appelle les permanents qui, tout au long de l'année, utilisent leurs compétences pour faire en sorte que les 800 photos qui seront imprimées arrivent en temps et en heure et qu'elles soient avec la qualité que les artistes exigent, bien entendu. C'est aussi une scénographie qui est sans cesse renouvelée et qui doit être parfaite. Et cette année, je peux vous assurer qu'elle va être très très belle. C'est aussi une communication qui doit être efficace. C'est des événements comme aujourd'hui ou dans 3 mois, lors de l'inauguration, qui doivent parfaitement se dérouler. C'est aussi l'accueil des publics et la médiation qui doit être à la hauteur de notre festival photo. Et pour tout cela, je vous demande de m'aider à applaudir toute cette équipe. Merci pour eux. Alors, sans plus attendre, je vous demande de m'aider à dévoiler la première image de cette 21e édition, qui est tout simplement l'affiche du festival. Elle est juste ici. C'est parti, vous êtes prêts ? Voilà. L'Australie et autres regards. Voilà. Racontez-la nous, Emmanuel. Cette image qui, effectivement, pour la 10e année consécutive, a été réalisée par les ateliers Michel Bouvet. Michel Bouvet et son équipe qui sont derrière leur écran et que je remercie tout particulièrement pour cette très belle réalisation. Cette image qui est très représentative donne des 2 thèmes déjà de notre édition, l'Australie,
avec le boomerang qui est le symbole de l'Australie, et puis le rocher Uluru, qui est un site aborigène sacré. Le deuxième thème, les autres regards, regards qui vont porter sur les enjeux environnementaux et sociétaux que Cyril va pouvoir vous décrire dans quelques instants. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup, Emmanuel Der. Nous allons donc à présent en venir à la programmation avec Cyril Drouet, commissaire des expositions. 21e édition du festival, puisque l'association du festival photo de la Gacilly a été créée en 2004. L'environnement, l'humain, la terre, ce sont les fondamentaux de la programmation, mais ils ne vont pas forcément très très bien aujourd'hui. Alors entre ce contexte un peu dur et puis le besoin d'espoir, comment avez-vous imaginé la programmation et la fonction, le rôle des photos et des photographes ? Bah oui, besoin d'espoir. Besoin d'espoir. Et cet été, comme chaque été, on aime ici à la Gacilly célébrer en images cette terre que l'on malmène. Et une célébration, c'est une fête. Alors il n'y aura pas que les Jeux Olympiques cet été qui seront en France, l'occasion de nous donner du baume au cœur, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça va être une part importante de cet été. Mais il y a aussi des dizaines de festivals musicaux, photographiques ou consacrés aux arts du spectacle qui vont permettre de mettre de la lumière dans nos cœurs, que ce soit en France, en Bretagne et sur le Morbihan aussi, et avec la Gacilly, bien entendu. Parce que si, malgré tout, nous avions des raisons d'espérer, je crois que c'est important. Alors j'entends déjà les Cassandres qui vont commencer à ironiser sur mes propos en disant que je suis d'une naïveté béate. Et c'est vrai que la période que nous vivons, secouée par des chocs violents, imprévisibles, suffirait à leur donner raison. Je ne vais pas les récapituler, mais c'est pour vous dire ce qui se passe quand même en ce moment. C'est vrai que la pandémie de Covid-19 reste un traumatisme collectif, et nous vivons tous dans l'angoisse d'une nouvelle catastrophe sanitaire. L'invasion de l'Ukraine par la Russie ravive les craintes d'un embrasement militaire sur le sol européen. Le Proche-Orient s'enfonce dans des exactions toujours plus meurtrières depuis l'innommable attaque du Hamas le 7 octobre dernier. L'atmosphère politique est parfois devenue irrespirable. Et pour couronner le tout, on courrait, entend-on, et c'est malheureusement il y a des réalités, on courait au désastre écologique et le réchauffement climatique se manifesterait par des températures records qui semblent incontrôlables, jusqu'à compromettre à long terme l'existence même de notre espèce humaine sur cette terre que nous avons tant malmenée. On a quand même envie de dire que les annonciateurs du déclin et de l'effondrement de nos civilisations, tout ça est amplifié par le catastrophisme des médias, des réseaux sociaux, et que cette voix porte parfois davantage que celle des rationalistes. Alors on va essayer de donner un peu d'espoir quand même dans ce monde, parce qu'il y en a. Et quelques données qui sont utiles à délivrer pour montrer cette surestimation aussi des dangers. Il y a des choses bien qui se passent sur le long terme dans le monde. La pauvreté extrême est sur la voie de l'éradication. En 1990, 36% de la population mondiale vivait, selon la Banque mondiale, dans des conditions de dénuement total. Ce taux est passé à 9% désormais, soit malgré tout 700 millions de personnes, principalement en Afrique subsaharienne. De plus, presque toute l'humanité est aujourd'hui alphabétisée. La santé humaine s'améliore, surtout dans les pays les plus pauvres, grâce à la quasi-disparition de maladies comme la peste, la variole ou la lèpre. Enfin, le monde avance vers toujours plus d'égalitarisme, surtout dans les revenus et dans les droits de l'homme, grâce à la vigilance des grandes institutions internationales. Alors sur le plan environnemental, parviendrons-nous à infléchir des prévisions toujours plus inquiétantes ? Oui, ces vagues de chaleur, ces sécheresses, ces inondations, ces autres phénomènes extrêmes qui s'intensifient. Et si on veut limiter le réchauffement à plus 1,5 degré, il faudrait réduire de 48% nos émissions de CO2 d'ici à 2030. Est-ce que c'est une mission impossible ? Le président du GIEC lui-même, le GIEC c'est ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le président du GIEC, lui, y croit, Euseng Lee, et qui dit « Nos rapports montrent que l'humanité dispose du savoir-faire et de la technologie nécessaire pour lutter contre ce dérèglement provoqué par l'être humain. » Et l'actualité récente semblerait, je dis bien semblerait, corroborer ces dires. En décembre dernier, les 200 pays qui étaient présents à la COP28 à Dubaï ont mentionné pour la première fois, c'était la première fois, l'objectif d'une sortie des énergies fossiles. Pour ce faire, les solutions existent. Oui, le solaire et l'éolien ont un avenir, d'autant plus que le prix des batteries au lithium a baissé de plus de 50% en 10 ans. Oui, la sobriété, ça s'apprend.
et ce ne sont pas nous, occidentaux, qui diront le contraire. On a vu avec la flambée des prix de l'énergie, on a bien vu cet hiver tout l'intérêt qu'on avait à réduire notre consommation. Oui, on peut modifier le contenu de nos assiettes, limiter l'élevage, émetteur de méthane, et s'orienter davantage vers des protéines végétales. Oui, enfin, on peut restaurer des écosystèmes plutôt que de les appauvrir. La planète, avec ses océans, ses mangroves, ses tourbières, ses forêts sous-marines, a un rôle primordial dans la machine climatique et il faut miser sur la nature en favorisant des îlots de fraîcheur, en replantant des haies, en revitalisant les zones humides, en faisant renaître des marécages. Alors, garder espoir, c'est pour ça que j'en parlais, il faut garder espoir. Mieux comprendre le monde qui nous entoure pour mieux l'appréhender, révéler tous ces ferments de beauté pour conserver intacte notre capacité d'émerveillement, ce sont ces missions que depuis le début, depuis 21 ans, le Festival Photo Lagacilly a toujours défendu. Qu'on a toujours défendu par l'entremise de la photographie, dans les œuvres de ces artistes qui s'interrogent sur notre monde en mouvement, dans ces clichés qui révèlent une vérité parfois belle, parfois cruelle. Et plus que jamais, les photographes dévoilent ce que nos yeux parfois ne voient plus. Ils découvrent des joyaux insoupçonnés, d'une nature fragile. Ils nous mettent en garde sur les dangers qui nous guettent. Ils immortalisent des éclats de vie. Ils nous émeuvent par leur humanité. Ils sont ces lanceurs d'alerte qui réveillent nos consciences. Alors, l'an dernier, pour la 20e édition, il n'y avait pas eu de pays à l'honneur. Cette année, vous revenez sur cela avec l'Australie. Question simple, elle est double. Pourquoi et comment? Pourquoi l'Australie et comment l'Australie sera présente? Alors, effectivement, l'année dernière, c'était les 20 ans. L'idée, c'était de faire un petit peu un bilan de tout ce qu'on avait vu depuis 20 ans à Lagacilly. Et c'est vrai que c'est important. Tous les festivaliers nous disaient, alors, vous arrêtez les pays, vous arrêtez de mettre le focus sur une région du monde. Non, on n'a pas arrêté, on a fait une parenthèse. Mais au bout de 20 ans, ce qui est bien, c'est aussi de s'interroger, de se dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on doit faire, et puis d'entendre les retours aussi du public. Et ces retours étaient plutôt avec cette volonté de dire « Ah bah tiens, on a envie de découvrir des régions du monde, découvrir du pays ». Alors oui, on a mis le cap pour cette 21e édition sur l'Australie. L'Australie, pourquoi? L'Australie, c'est cette île-continent très lointaine, très peu connue de nous autres Européens, mais très très peu connue. Rarement, voire jamais sous les feux de l'actualité. On ne parle jamais de l'Australie. Et c'est une terre qui est souvent fantasmée pour ses espaces encore vierges et insolites. Mais derrière ces clichés de l'exotisme se cache parfois une réalité que nous ignorons et que seuls les artistes de ce pays d'Océanie savent véritablement saisir. Alors l'Australie, c'est une superficie géante, 7 741 000 km², c'est-à-dire 14 fois la France, pour à peine plus de 26 millions d'habitants. C'est-à-dire 3 fois moins que chez nous. Et on imagine d'abord une terre rêvée, avec des forêts tropicales humides, qui couvrent 17% de la surface. Cette montagne rouge et sacrée que vous avez vue pour les aborigènes, elle est sacrée pour les aborigènes, c'est celle de l'Uluru. Alors on dit l'Uluru, parce qu'avant on disait Liars Rock, mais on ne dit plus Liars Rock, on dit l'Uluru. Quand on imagine l'Australie, on voit ces fermes gigantesques qui sont parsemées sur des contrées désertiques, inhabitées, la barrière de corail, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, une faune qui compte des espèces endémiques, les kangourous, les koalas, les diables de Tasmanie, enfin tout ça qui suscite des passions. Mais la vérité est plus complexe et parfois elle est moins flatteuse. Donc essayons de la connaître. En effet, l'Australie a été longtemps pointée du doigt ces dernières années pour sa politique peu ambitieuse en matière de climat, peu ambitieuse, voire totalement inexistante. L'Australie, c'est le premier exportateur de charbon et c'est le deuxième pire pollueur de la planète par habitant, derrière l'Arabie Saoudite. C'est un pays qui a connu des catastrophes à répétition. La plus grave sécheresse jamais enregistrée dans le pays, elle aura duré 10 ans. Elle s'est achevée il y a 4 ans, en 2020, par des feux de forêt dont la violence et l'intensité ont été retransmises sur toutes les chaînes de télévision du monde. Ça a détruit plus de 7 millions d'hectares de forêt, des milliers de logements, et ça a tué plus d'1 milliard d'animaux vertébrés. 1 milliard. Les flammes ont ensuite laissé place à des trompes d'eau qui se sont traduites 2 années plus de suite par des inondations massives. Et en outre, la Grande Barrière de Corail, où se concentre 25% de la biodiversité marine de la planète, elle est en train de s'éteindre doucement. Et là, on a appris il y a 15 jours qu'elle subissait, donc en 2024, son 7e blanchissement massif depuis 1998, le 7e blanchissement massif. Et la situation des aborigènes dont on parle, qui sont arrivés 60 000 ans, il y a 60 000 ans sur cette terre, avant l'arrivée massive des colons au XVIIIe siècle, cette situation est loin d'être enviable, avec des droits minorés
est bafoué. Alors, est-ce qu'il y a un espoir? Parce qu'il faut toujours mettre de l'espoir. Oui, il y a un espoir. Il y a eu des grands changements politiques en Australie il y a 2 ans. Et l'Australie est consciente aujourd'hui de son retard en matière environnementale et est désireuse enfin de le combler. Le Parlement australien a réagi en multipliant les initiatives positives, a voté en 2022 une loi qui revoit à la hausse ses objectifs de réduction d'émissions de CO2 et qui prévoit enfin, de privilégier les énergies renouvelables au détriment du charbon, le charbon qui fournit l'essentiel, 94% de l'électricité du pays. Alors, quel regard allez-vous donc poser sur l'Australie? Avec quels photographes et donc quelles expositions? Je vous ai fait un petit tableau général. Maintenant, on va quand même parler de photographie. Alors, les photographes australiens, c'est vrai que c'était une découverte parce que je vous dirais que j'en connaissais pas énormément, mais c'est ça tout le plaisir de faire une programmation chaque année, c'est que on se plonge dans une photographie contemporaine, une photographie du passé, et on découvre des pépites. Et c'est vrai que l'Australie, on découvre des pépites parce que ce sont des photographes qui sont très engagés, qui sont amoureux de leur pays, au point d'en dénoncer justement avec poésie ses propres travers dont je vous parlais. Ils utilisent une écriture visuelle qui déborde de créativité. Tous ces photographes australiens que vous découvrirez dans les venelles, dans les jardins, dans les rues de notre village breton, sont en fait les fers de lance d'une beauté à préserver. Et j'en profite d'ailleurs pour ce petit aparté dont Jacques parlait tout à l'heure. Mais la Gacilly, ce sont des photographies en plein air, sur grand format, et rien ne serait possible, rien ne permettrait de magnifier ce village du Morbihan sans le travail exceptionnel, mais vraiment exceptionnel, parce que avec Camille aussi, qui travaille sur cette relation avec les labos, Camille Froger, on va voir les tests, on passe quelques temps quand même dans les laboratoires, et je vais les citer, c'est-à-dire Agélia, Initial, Dupont, Pictot et Sewey. Et je n'oublierai pas non plus, parce que quand on arrive à la Gacilly, ce qui émerveille, il n'y a pas que les photos, c'est aussi ces scénographies extraordinaires, ces mises en scène formidables qui sont réalisées par Dominique Roland et assistées cette année de Maya Sayar. Et franchement, c'est un super boulot qu'ils font. Mais bon, c'était un aparté, on revient à des photographes australiens. Et la première photographe que je voudrais vous présenter, je vous parlais des aborigènes, c'est Bobby Lockyer. Bobby Lockyer, c'est une artiste aborigène qui est résolument engagée dans la défense des peuples autochtones. Et elle préfère montrer la dignité de ses congénères plutôt que leur désespérance. Les aborigènes sont protecteurs d'une terre sacrée, dont l'Uluru, dont je vous parlais, cet imposant monolithe rougeoyant qui s'élève au cœur d'une région aride, est le symbole. Et ils tentent de préserver leur tradition, de perdurer, et ils mettent au centre de leurs aspirations le culte de l'enfant et de la natalité. Bobby Lockyer, elle est née sur les terres justement du Kariyarra, et elle s'inspire de tous ces récits ancestraux, des couleurs vibrantes de son environnement naturel, des vagues de l'océan, de son engagement profond envers sa communauté pour nourrir une démarche artistique qui transcende toutes les conventions. Ses œuvres lui servent bien entendu de tribune pour défendre des causes qui lui sont chères, la justice sociale, les droits des peuples indigènes et les droits des femmes, y compris ce que vous avez vu avant, c'était The Birthing on Country, c'est-à-dire un mouvement qui aide les femmes issues de peuples aborigènes à accoucher dans un environnement familier, en respectant leurs traditions et leur identité. C'est un concept aussi qui affirme que l'enfant naît sur les terres souveraines des premiers peuples d'Australie, des peuples qui n'ont jamais cédé à quiconque la propriété de leurs terres, de leur mer et de leur ciel. Alors cette exposition, vous ne pourrez pas la rater quand vous arriverez à la Gacilly, puisqu'elle sera exposée sur les murs du Végétarium et sur la maison de la photographie. C'est les premières toiles qui arriveront dans quelques jours, parce qu'elles sont extrêmement imposantes. Et donc quand vous rentrerez dans la Gacilly, vous serez marqué par les images de Bobby Lockyer. Un autre photographe, c'est Adam Ferguson. Adam Ferguson, photographe australien toujours, lui aussi rend hommage à cette terre qu'il a vue naître. Alors Adam Ferguson, c'est un photographe, un photojournaliste émérite. Il a couvert avant de nombreux conflits, notamment en Afghanistan, en Irak, et avant un moment de prendre conscience qu'il connaissait en fait très mal son propre pays, un pays qui est mythifié à l'étranger et dont il avait envie de découvrir un petit peu plus l'essence et les racines. Alors pour la première fois, ce travail d'introspection sur plusieurs années sera exposé en Bretagne. Ça s'appelle Big Sky. Big Sky, la traduction en français, c'est un ciel immense. Et ça fait référence, en fait, sans complaisance et avec force, à cette ambiance si particulière du vaste territoire australien où des populations isolées, sans contact social véritable, font corps avec une nature hostile. Adam Ferguson, il s'est beaucoup inspiré du photographe américain Richard Avedon, qui avait passé ses étés, Richard Avedon, à parcourir l'Ouest américain
pour réaliser le portrait de ceux qui l'habitent. Et ce qui était intéressant dans le travail d'Adam Ferguson, c'est qu'il avait participé dans les années 80 à faire vaciller justement tous les mythes de l'identité américaine du Far West. Tous ces mythes, vous savez, forgés par la littérature, la musique, le cinéma de l'après-guerre, qui romançaient un monde dangereux, peuplé, disait-il, de sauvages. Alors, Adam Ferguson, lui, considère que personne n'a vraiment photographié l'intérieur de l'Australie comme Avedon l'avait fait aux États-Unis, et il s'est lancé dans son sillage en considérant autrement ses terres d'origine, et il les reconnaît comme appartenant encore et toujours aux aborigènes et aux indigènes du détroit de Torres, qui sont ces deux ensembles des peuples autochtones d'Australie. Et c'est une sorte de forme de respect qu'il déclame par rapport à tous ces peuples. Alors, savoir tirer justement les enseignements des leçons du passé, c'est tout le propos d'un autre photographe, Matthew Abbott. Matthew Abbott qui a documenté et qui a obtenu un World Press Photo pour ses reportages poignants et terrifiants des incendies qui ont ravagé comme jamais l'île continent en 2020. Vous voyez cette photo, c'est celle-ci qui a obtenu un World Press avec ce kangourou qui passe devant ces maisons détruites. Et ce qui est intéressant avec Matthew Abbott, ce feu, je reviens dessus, on l'avait appelé le Black Summer, c'était l'été noir, je vous l'ai dit tout à l'heure, des millions d'hectares ravagés, des bâtiments détruits, 88 milliards de dollars australiens en perte économique. Ça a été un événement catastrophique dans l'histoire récente du pays. Et ce qui est intéressant, c'est que Matthew Abbott s'intéresse aussi au travail des aborigènes. Les aborigènes aussi, parce qu'on peut combattre le feu par le feu. Il est allé dans l'ouest de la terre d'Arnhem, et il a constaté en fait que la pratique ancestrale de brûlage permettait aux aborigènes, que l'on voit là, de protéger leur terre natale tout en contribuant au développement de leur communauté. En gros, au début de la saison sèche, ces hommes, ces femmes ne luttent pas contre les incendies, ils les provoquent. Ils les provoquent afin de mieux les contrôler. Et face à la multiplication des forêts qui s'enflamment dans le monde, le feu n'est alors pas seulement un problème, il devient également une solution. Donc c'est une leçon du passé qu'on peut peut-être essayer de retenir. Alors comprendre, découvrir, aller à la rencontre de l'autre, sans doute la photographe française Viviane Dahl, donc c'est une Française, c'est pas une Australienne, mais c'est une Française qui a passé plusieurs mois en Australie. Peut-être qu'elle cherchait justement des réponses face à l'immensité de ce territoire méconnu. En Australie, la grande majorité des populations, comme je vous le disais, s'est installée sur les bordures maritimes. 10% seulement de la population, sur 26 millions, occupe le cœur du pays, le bush et l'outback. L'outback, où le domaine d'une ferme peut parfois atteindre la taille d'un département français. Je ne sais pas si vous imaginez les distances. Donc elle a passé plusieurs mois en Australie, elle s'est immergée dans ce monde justement, où au milieu de nulle part, il y a tout à faire. L'exposition s'appelle Terra Nullius. Terra Nullius, c'est une expression latine qui désigne une terre sans maître, une terre vide. Et ce principe de terra nullius est apparu lors de la colonisation de l'Australie par les Britanniques. En fait, c'était un moyen pour les Britanniques, en disant c'est une terre sans maître, c'est une terre où il n'y a rien, une terre vide, de légitimer l'invasion de cette île-continent, en considérant que les indigènes qui existaient n'étaient qu'une race inférieure qui était vouée à la disparition. Et d'ailleurs, James Cook, qui était l'explorateur britannique qui était parti en Australie, avait refusé de reconnaître les populations autochtones. Donc elle s'intéresse à l'intérieur de ce pays. Viviane Dahl. Et on va faire, c'est une sorte d'immense road trip que l'on va faire. On est loin de tout. Les enfants ici ne vont pas à l'école. C'est l'école qui vient à eux, via Internet et Skype. Ils avaient inventé avant nous ce qu'on fait aujourd'hui parfois avec les réseaux sociaux. Et on découvrira une immensité rugueuse, magnifique, violente, lumineuse. C'est une hostilité qui se laisse apprivoiser si on veut bien en prendre le temps. Alors vous voyez ces combats de boxe, parce qu'en fait il y a des tent boxing, ce qu'ils appellent ça, et qui se baladent, c'est des petites compagnies de boxe qui se baladent à travers tout le continent, qui s'arrêtent dans des petits villages, dans des fermes, pour donner des combats de boxe. Et puis on a aussi les facteurs, que vous ne verrez pas là, mais vous savez là-bas en Australie, dans cette grande terre à l'intérieur, quand les facteurs partent faire leur tournée, ils le font en avion pour apporter le courrier, le colis dans les fermes. Autre photographe, je présente en deux ensemble parce que Narelle Otio et Trent Park seront exposés au Grand Chêne et Narelle Otio et Trent Park sont unis dans la vie. Et ils travaillent souvent ensemble, de plus en plus maintenant ensemble. Ils ont, eux, toujours choisi de documenter avec chacun leur style propre, leur propre pays natal. Narelle Otio, la première, et donc là, c'est Trent Park. Et je reviendrai sur Narelle Otio. Donc, Trent Park, lui, il est membre de la célèbre agence Magnum. Il est lauréat de 4 World Press photos. Et il est considéré comme l'un des photographes les plus innovants de sa génération.
il oscille dans ses images entre poésie, humour noir. Ses œuvres vont de la photographie de rue aux situations les plus étranges, et ça se situe souvent entre fiction et réalité, en explorant les thèmes de l'identité et de l'environnement. Il en ressort un portrait psychologique tout en nuances de cette Australie qui a du mal à trouver ses racines. Vous l'avez vu, le titre de cette expo, c'est Une Australie sans phare. Et effectivement, Trent Park le dit lui-même, il dit « Moi j'aime ce pays, j'aime les gens qui y vivent et tout ce qui s'y rapporte. Je ne m'intéresse vraiment à aucun autre pays. » Il travaille que sur l'Australie. Et sans phare parce qu'il a parcouru près de 90 000 km à travers toute l'Australie. Et il nous montre une nation en mutation qui est mal à l'aise avec son identité, mal à l'aise avec sa place dans le monde, mais aussi une œuvre de fiction qui suggère la construction et la renaissance d'un monde parfois apocalyptique. Et on montre les villes poussiéreuses de l'arrière-pays, l'impact de l'habitation humaine sur le paysage qui produit des situations parfois absurdes et même surréalistes. Donc aux côtés de Trent Park, je le disais, il y a le travail de Narelle Otio. Donc Narelle Otio qui est la compagne de Trent Park et qui est une photographe plus artistique, on va dire. Elle a choisi, elle est considérée aujourd'hui comme l'une des artistes australiennes les plus collectionnées. Elle s'intéresse aux éléments naturels. Elle développe une recherche esthétique de nos confrontations avec nos milieux. Elle aime étudier le corps humain lorsqu'il est en relation avec l'eau, lorsqu'il est porté par elle, déformé, entouré d'un nuage de bulles d'air qui en font une figure surréaliste, à la limite de l'abstraction. Elle porte aussi toute son attention sur des paysages filants, que vous allez voir en photo, colorés, évanescents, qui tous mènent et se perdent dans les océans. Tous se perdent dans les océans, on est sur une île, et effectivement on se perd dans les océans, puisque l'Australie est entourée par 3 des 5 grands océans de notre planète, l'océan Indien, l'océan Austral et l'océan Pacifique. Et rares sont les photographes à avoir documenté avec autant de subtilité, je crois, les interactions entre les hommes et ces océans, comme l'a fait Narelle Otio. Elle a été récompensée par un premier prix au World Press Photo. Elle a eu le prix Leica Oscar Barmack pour cette série que nous montrerons aux grandes chaînes. Et ce qui est intéressant avec elle, c'est que ce sont que des œuvres qui ont été réalisées par l'artiste au fil de ses voyages à travers l'Australie, le long de routes poussiéreuses, comme vous pouvez le voir, qui mènent vers nulle part, mais qui toujours finissent par rejoindre l'un des 3 océans qui bordent cette île-continent. Donc on aime pouvoir vous emporter loin des frontières du réel, dans des écritures parfois, dans des photographies plus lumineuses. Et notre festival a toujours souhaité accompagner des artistes inventifs, dont la grâce procure de belles émotions. Alors c'est le cas d'Hansa Alka. Hansa Alka, on ne la connaît pas du tout en France, mais elle est présente dans tous les plus prestigieux musées australiens. Et ces images seront exposées cet été à l'Agassiz et pour la première fois en France. Alors son approche du monde naturel est assez unique. Si les animaux qu'elle met en lumière sont tous menacés par l'urbanisation, par les méfaits du climat, comme vous pouvez le voir là, elle les transporte à chaque fois dans un univers qui est très fantasmagorique et elle utilise les procédés de tous ces naturalistes, de ces peintres naturalistes d'autrefois. Cette expo, elle est intitulée « Fragments de la vie sauvage » et elle se tiendra dans la rue Lafayette, donc au cœur du village de l'Agassiz, dans cette rue passante de l'Agassiz. Et dans ces images, Hansa Alka n'a de cesse de manipuler, d'exploiter le passé pour mieux comprendre le présent et ainsi permettre peut-être d'anticiper le futur. C'est une manière de nous inviter à réfléchir sur les façons dont nous interagissons avec le monde et à celui que nous laisserons aux générations qui viennent après nous. Tamara Dean, autre photographe, quant à elle, bouleverse nos champs de vision. On est entre rêve et réalité, on est dans un travail très poétique, et elle nous sensibilise avec douceur et évanescence à la fragilité de nos écosystèmes. Comme elle le dit, « Mon amour profond de la nature a une influence certaine sur ma vie et sur ma pratique artistique. » Elle nous offre des pépites de vie à travers chacune de ces séries. Il y aura 4 séries présentées du travail de Tamara Dean, où les humains ne sont que des invités dans la grande chaîne du monde vivant. Dans ces 4 séries, Tamara Dean nous montrera sa signature et sa diversité d'écriture, comme vous pouvez le voir à travers ces différentes images. Et elle a fait de sa signature un style où le corps est utilisé comme symbole. C'est un outil qui est utilisé pour briser les barrières qui séparent l'humanité et sa responsabilité envers la planète. C'est une motivation qu'elle a puisée dans sa petite enfance. Elle a passé sa petite enfance à proximité d'une réserve naturelle où elle a développé un amour profond pour toute la brousse australienne. Et elle montre ces êtres humains au centre de ces fresques sauvages où les éléments naturels de la vie, elle les ramène à leurs conditions premières.
Cette exposition a été imprimée grâce au soutien, à l'expertise du laboratoire CEWE. Enfin, toujours sur l'Australie, pour terminer sur l'Australie, dans ce partenariat que nous sommes fiers de poursuivre avec l'agence France Presse pour la 5e année consécutive, l'agence France Presse, c'est ce maillon essentiel de l'information internationale. On va présenter des clichés de plusieurs photojournalistes, dont Thorsten Blackwood, Anouk de Groot ou Saïd Khan, qui nous dévoilent ce que j'appellerais l'enfer du décor, en jeu de mots, des peuples autochtones d'Océanie et d'Australie. On voit parfois des clichés folkloriques, plaisants pour les touristes, mais derrière, comme je vous le disais au début de mon propos, se cachent des citoyens de seconde zone, aux yeux des autorités, des individus qui sont sous-représentés dans les instances nationales, qui sont en proie à la pauvreté, au chômage, au mal-logement. Comme je vous le disais, ça fait 60 000 ans que ces aborigènes sont installés sur la terre d'Australie, mais ils représentent aujourd'hui 3,5% de la population australienne, et ils sont dans les faits des citoyens de seconde zone, je vous le disais. Leur espérance de vie est près de 10 ans plus courte que celle du reste de la population, et ils se situent au plus bas de tous les indicateurs économiques. Pourquoi on a choisi, avec Pierre Fernandez, que je remercie, de l'agence France Presse, de montrer ce travail? C'est comme je vous le disais au début, l'Australie, ça ne fait pas la une de l'actualité. Donc il ne se passe pas des choses incroyables tous les jours en Australie, même il se passe rarement. Mais par contre, et ça c'est la force de l'agence France Presse et son réseau de 450 photographes à travers le monde, c'est justement de faire émerger des actualités, même si elles ne sont pas sous le feu des projecteurs. C'est de montrer parfois ce qu'on ne voudrait pas voir, c'est de combattre les idées reçues au nom de la vérité, de raconter des histoires sur nos sociétés en mouvement et de catalyser les émotions. Et c'est tout le savoir-faire et tout le travail qui est fait chaque jour pour notre actualité ou pour faire comprendre le monde en mouvement, qui est fait par les photographes de l'agence France Presse. Merci Cyril pour la partie Australie. Donc dans le titre, vous voyez sur l'affiche, il y a Australie et autres regards. On va s'intéresser à ces derniers mots, autres regards, avec la partie environnement. Là aussi, qu'allez-vous en montrer avec quel photographe pour cette année? Alors effectivement, année après année, c'est le deuxième volet de notre programmation, focus sur un pays, et puis après on parle de ses regards environnementaux. On est fidèle à notre engagement important du festival, c'est de respecter cette nature qui offre la vie, et on est devenu, je crois, le réceptacle de ces photographes qui ont le souci de montrer une réalité qui parfois dérange et parfois nous éblouit. Alors, dans un premier volet, cette année 2024 va voir s'affronter deux visions des États-Unis à l'occasion des prochaines présidentielles. Et, sauf accident, effectivement, le match semble désormais plié entre le républicain Donald Trump et le président démocrate sortant Joe Biden. Donc c'est une exposition qui aura lieu dans la prairie. Le titre générique, c'est Americas, America, deux Amériques. Et dans cette prairie, on a souhaité vous présenter deux mondes qu'aujourd'hui tout oppose, celui des villes et celui des campagnes. Alors à tout seigneur, tout honneur, nous aurons l'honneur, magnifique honneur, vraiment, on est très heureux de faire cette exposition parce que c'est un grand maître de la photographie, d'accueillir donc sur nos cimaises une rétrospective assez exceptionnelle de Joël Meyerowitz. Joël Meyerowitz, qui est un géant de la photographie contemporaine, c'est l'un des pionniers de la photographie couleur. Depuis le début des années 60, il illustre de manière fascinante cet American Way of Life à travers des clichés à la fois artistiques, documentaires. Il va nous plonger cet été dans ce fourmillement urbain d'une Amérique qui voue un culte aux mégapoles. Alors, Joël Meyerowitz, il est né dans la plus emblématique city de la planète, New York, et il a été inspiré par un autre géant de la photographie américaine, Robert Frank, qui lui travaillait en noir et blanc. Et Meyerowitz s'est mis sur la couleur, parce qu'il aime le préciser, la vie est en couleur. Alors plus qu'une simple rétrospective, cette exposition se veut un peu comme un voyage à travers l'évolution et la diversification des villes des États-Unis qu'il a pu traverser au cours de sa vie. On va aller de la tranquillité vespérale, vous le voyez, d'un fast-food ou d'un diner au bord d'une route jusqu'à un carrefour plus fourmillant d'effervescence à l'heure de pointe à New York. On va passer par le faste des piscines floridiennes. Et chaque image participe en fait à créer cette grande fresque où se dessine l'âme d'un pays et de son peuple. Meyerowitz observe, il compose, il joue avec les détails, il sublime le quotidien. Et je voudrais, pour cette exposition, on n'aurait jamais pu la faire, mais vraiment jamais pu la faire, sans le grand soutien de la galerie Polka à Paris. Et je voudrais faire un grand merci à cette galerie Polka qui représente le travail de Joël Meyerowitz,
qui représente aussi Salgado, enfin d'immenses. Le jour où vous êtes à Paris, allez passer à l'Agripolka, c'est toujours un bonheur parce qu'il y a toujours des photographies exceptionnelles. Et je voudrais faire un remerciement tout particulier à Adélie de Ipanema et à Dimitri Beck qui m'ont vraiment beaucoup aidé sur cette exposition. Donc en contrepoint, je vous disais, l'Amérique des villes, l'Amérique rurale. En contrepoint du travail de Joël Meyerovic, on va découvrir à l'ouest vaste et sauvage, le travail tout en douceur, c'est tout très doux, d'une très jeune et très talentueuse photographe, Louise Jones. Elle vit au plus près des populations rurales, dans le Montana, et elle nous dépeint justement dans des fresques qui sont somptueuses, ces grands espaces qui ont forgé notre imaginaire. C'est ceux du Grand Ouest, de la vie sauvage et des peuples amérindiens. Alors Louise Jones, sincèrement, retenez ce nom, car on en reparlera, et ça j'en suis sûr, mais dans quelques années, parce qu'elle va s'imposer dans le paysage de la photographie comme une artiste majeure. Donc elle nous racontera le repeuplement des bisons dans les grandes plaines. Elle vit, je vous le disais, dans une ferme au Montana. Et toutes les photographies qui seront montrées, ce sont autant d'odes à ce grand ouest sauvage, à ce mode de vie hérité des anciens cow-boys. Ce sont des clés de lecture pour essayer de mieux comprendre les interactions délicates, conflictuelles des différents acteurs qui résident sur ce territoire mythique de l'Amérique. Alors montrer cette réalité du monde, parce que c'est ce qu'on fera déjà avec l'Amérique, montrer cette réalité d'un monde qui ne tourne plus rond aussi, c'est un devoir pour alerter et appréhender notre avenir. Alors là, c'est un bel événement que nous allons célébrer. Il est lauréat du prix photo pour la photographie humaniste et environnementale du CCFD solidaire. C'est l'Italien Alessandro Cinque avec ce titre « Terre souillée, corps blessé, l'exploitation minière à l'assaut des pays andins ». Donc il va présenter en exclusivité, grâce au soutien d'une bourse exceptionnelle qui a été accordée par le CCFD Terre solidaire, il va montrer pour la première fois à la GACI son travail, qui est un travail au long cours, sur les conséquences de l'exploitation minière pour les populations andines. C'est une exposition très sensible, très engagée, qui va nous emmener en Argentine, en Bolivie, au Pérou, en Équateur, et qui raconte comment justement une industrialisation sauvage met aujourd'hui en péril le mode de vie des populations indigènes. Alors, je veux faire un petit, parce qu'on a fait ce partenariat et il est formidable, je voudrais faire un petit aparté sur le CCFD et le prix CCFD Terre solidaire. Donc Alessandro, c'est un prix qui vient d'être créé. Et Alessandro Cinque, donc c'est le lauréat du premier prix, dont Sebastião Salgado était président du jury. C'est une bourse énorme pour la photographie aujourd'hui. C'est une bourse de 30 000 € qui a été financée par le CCFD Terre solidaire, qui utilise la photographie comme témoin de son action à travers le monde. C'est une exposition qui est un peu à la manière, pour ceux qui le connaissent, du grand photographe amérindien Martin Shamby, présente des images qui sont des images douces, peu contrastées justement, et qui permettent de ne pas ajouter du drame au drame. Mais ça permet de dévoiler cette lutte constante entre le développement économique, la préservation des modes de vie traditionnels, la sauvegarde des espaces naturels et les conséquences dramatiques que peuvent subir les populations sur un plan sanitaire. Alors, autre problématique majeure de nos civilisations modernes, notre alimentation. Comment nourrir une population de 8 milliards d'êtres humains aujourd'hui et de 10 milliards en 2050 ? Alors, le photojournaliste Georges Steinmetz va revenir à la GACI pour répondre en images à cette question avec une exposition inédite qui est le fruit de plus de 10 années d'enquête dans plus de 40 pays. Feed the Planet. Donc Feed the Planet, c'est le titre de Nourrir la planète, qui va être présenté au garage. Georges Steinmetz, c'est pas la première fois qu'il vient à la GACI, on l'a déjà exposé 2 ou 3 fois, je crois, 3 fois. Mais il revient chez nous et c'est une primeur puisqu'il nous accorde cette exposition en primauté. C'est un travail de dingue. Quand je vous dis plus de 10 ans, plus de 40 pays, il nous a envoyé son premier choix. Son premier choix, c'est-à-dire vraiment un choix limité. Il y avait déjà 340 photos. Donc on ne va pas en exposer 340. On ne va pas exposer non plus les milliers de photos qu'il a réalisées au cours de ces pérégrinations, mais on en a quasiment 70, je crois, qui vont être montrées et qui vont être... qui sont vraiment, vous verrez, ce sont vraiment des clichés époustouflants et des clichés qui sont là pour parfois nous malmener, mais c'est une œuvre majeure qu'il a réalisée. 15 ans de travail, c'est une œuvre majeure pour comprendre comment nous exploitons sans retenue les ressources de notre planète, avec des questions simples.
parce que c'est des questions qu'on se pose tous les jours. Mais d'où vient votre nourriture? D'où vient notre nourriture? Cette entrecôte, cette cuisse de poulet, cette carotte, même cette laitue. Est-ce que vous savez comment ces aliments se retrouvent dans vos assiettes? La majorité de la population occidentale ne regarde pas plus loin que les étals des supermarchés qu'elle fréquente. On l'a bien vu avec les crises récentes des agriculteurs. Et elle n'a souvent aucune idée de la manière dont la nourriture est produite, ni d'où elle provient. Depuis la domestication des plantes, juste pour vous donner un petit chiffre, il y a environ 11 000 ans, les humains ont converti 40% de la masse terrestre en terre agricole, souvent au détriment de la biodiversité. Du côté des océans, plus de la moitié de la biomasse des poissons a disparu depuis les années 50. Sans oublier que les systèmes agricoles actuels sont à l'origine de 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors, l'idée de Georges Steinmetz, c'est de se poser cette question: comment peut-on conjuguer ces structures avec l'horizon 2050 et les 2 milliards d'âmes en plus? C'est comment adapter ces systèmes pour faire face à la hausse de la consommation de protéines dans les pays émergents. Alors, n'oublions jamais, d'ailleurs, on revient à nos assiettes, qu'avec nos fourchettes, nous, consommateurs, nous avons une responsabilité sur le juste équilibre de nos ressources et qu'à grande échelle, nos décisions cumulées peuvent avoir un impact significatif sur l'offre du marché et, in fine, sur l'environnement. Autre photographe pour ses regards sur l'environnement, c'est Mitch Dubrovner. Mitch Dubrovner, vous allez voir, c'est un ovni. Et il parvient à rendre flamboyantes les scènes parfois les plus effrayantes. Mitch Dubrovner, c'est ce qu'on peut appeler un chasseur de cyclones, un chasseur de phénomènes extrêmes. Et il n'a de cesse de courir après les typhons, les éclairs, les nuages menaçants qui se multiplient avec le réchauffement climatique. Ces clichés, ce sont de vrais tableaux, parfois peut-être des tableaux de l'apocalypse, mais que l'on peut contempler avec beaucoup de fascination. En fait, c'est vrai que nous, pauvres humains, quand on est normalement constitué, quand on voit une tornade, on a pour réflexe de prendre nos jambes à notre cou, ou alors de s'enfermer dans une cave. Lui, Mitch Dubrovner, c'est le contraire. Quand il voit une tornade, il fonce dessus. Il va droit sur elle. Et ce qu'il aime, c'est la compagnie, je vous le disais, des vortex, des supercellules orageuses, des tempêtes. Et c'est une passion qui n'est pas sans danger, puisque Dubrovner sait qu'il ne faut pas s'approcher trop près de ces tourbillons, mais c'est en étant le plus près possible qu'il réussit à mieux les comprendre et à les connaître. Et en 2010, dans le Wyoming, une tempête, puisque c'est un travail qui est fait principalement aux États-Unis, dans le Wyoming, une tempête de grêle s'était abattue sur lui, et il courait après cette tempête, et puis à un moment, il a fait demi-tour, et c'est finalement la tempête qui s'est mise à le chasser, mais c'est un incident qui ne l'a pas découragé. Il utilise systématiquement, vous le voyez, le noir et blanc, ce qui permet de faire ressortir justement les aspérités de ces tempêtes. Et c'est le noir et blanc aussi parce qu'il a une admiration sans borne pour ce photographe que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Ansel Adams, et qui était un autre maître de la photographie du paysage américain. Et là, je tiens aussi à remercier une autre galerie photographique, la galerie GAD Collection à Paris, qui représente le travail de Mitch Dubrovner parmi d'autres très beaux artistes. Et merci pour toute l'aide qu'ils ont pu nous apporter pour permettre d'exposer le travail de Mitch Dubrovner, qui est un peu un ours et qui sort pas trop de sa tanière. Alors cette nature maltraitée, on peut aussi l'évoquer en suscitant des émotions, en la dévoilant dans des photographies plus artistiques, plus énigmatiques aussi. Et là, je voudrais parler d'Alice Pallo. Alice Pallo, c'est cette année la lauréate de ce prix que nous avions créé à l'Agassiz, le prix des nouvelles écritures, et pour lequel nous avons souhaité apporter une nouvelle dynamique. Et là, je voudrais apporter un remerciement très particulier à ce nouveau partenaire qu'on est très, très heureux d'avoir à l'Agassiz. Je parle de l'EICA. L'EICA, vous savez, c'est une maison mythique pour tous les amoureux de la photographie. C'est une maison qui connaît comme personne la photographie et l'histoire de la photographie. Ce sont des passionnés de la culture photographique. Et quand on a demandé à Cyril Thomas, qui est le directeur de l'EICA France, et à Gaël Gouinguéné de l'EICA France aussi, s'ils acceptaient de parrainer ce projet et de nous accompagner pour une nouvelle aventure à l'Agassiz, c'est vrai qu'ils ont donné leur accord, mais alors sans... Enfin, ça a été totalement spontané et c'est une magnifique aventure qu'on renaît avec eux, qu'on va reprendre avec eux sur ce prix et avec aussi le magazine de l'Air qui nous soutient dans cette démarche. Le prix l'EICA, maintenant il s'appelle prix l'EICA des nouvelles écritures photographiques,
sera remis à l'occasion, le 21 juin, à Alice Palot, à l'occasion de l'ouverture du festival. Alors Alice Palot, vous découvrirez son travail. C'est un talent brut. Il y a eu un jury qui s'est réuni et qui a décerné ce prix à Alice Palot. C'est une jeune photographe, elle a 29 ans. C'est un talent brut, c'est une artiste sensible, soucieuse d'une vérité très clinique, qui est cette année récompensée par ce prix Leica des Nouvelles Écritures. Je lis un peu ce qu'elle dit, parce que je trouve que c'est intéressant, sa réflexion photographique, parce que c'est vraiment une nouvelle écriture photographique. Elle dit « À travers mes images, je m'intéresse à l'influence de l'homme et de la science sur la nature et aux liens qu'ils développent entre eux. À partir de cela, je crée des univers fictionnels, souvent par le biais de la narration. Je redonne vie à une nature qui s'éteint. Pendant mes voyages, je joue avec les éléments naturels qui m'entourent. Ma démarche s'apparente à celle d'un chercheur. Je me documente, j'explore, je recherche, puis je vais sur le terrain pour développer mon projet. À travers une esthétique froide et fantasmagorique, j'entraîne le spectateur dans un univers parallèle inspiré de la beauté. Le résultat de cette réflexion, il apparaît avec force dans sa dernière série « Algues maudites ». Algues maudites, c'est une série qui dénonce, qui sensibilise au problème de la prolifération des algues vertes, souvent sur les côtes bretonnes. Elles sont apportées, vous savez, par la présence de nitrates et de phosphates. Elles envahissent le littoral et lorsqu'elles se décomposent, elles deviennent toxiques. Il y aura une autre série que nous montrerons qui s'appelle Oasis, qui dévoile le non-sens d'un marché floral qui célèbre la beauté, mais génère en revanche une pollution que l'on ne soupçonne pas. Vous verrez ce travail qui est formidable d'Alice Palot, qui capte l'invisible dans une esthétique qui est, vous le voyez, souvent futuriste. Elle travaille sur ces couleurs étranges, comme autant de filtres qui sont mis sur notre nature maltraitée. Alors l'Agassiz, vous l'avez vu avec le prix Leica en décernant ce prix. En plus, c'est un très beau prix, mais on en parlera, parce que c'est pas juste comme ça, mais c'est un très beau prix que Leica remettra à Alice Palot. Vous le voyez, l'Agassiz se veut un soutien indéfectible à la création photographique pour celles et ceux qui ont la nature chevillée au corps. Il y a un partenaire qui est présent à nos côtés depuis les origines, c'est la Fondation Yves Rocher, depuis les origines de ce festival. Et vous l'avez vu depuis 3 ans, ce nouvel opus qui est une production réalisée par la Fondation Yves Rocher pour aider sur des projets photographiques. Ce projet photographique, c'est un nouvel opus sur ces sanctuaires vivants à préserver, et c'est une ode à la biodiversité. Donc le travail a été accordé, ça a duré plus d'1 an, à Oula Lohmann. Oula Lohmann, elle est allée en Nouvelle-Bretagne. La Nouvelle-Bretagne, c'est pas chez nous, c'est pas non plus en Angleterre. La Nouvelle-Bretagne, c'est une province oubliée de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et elle a fait une immersion avec ces peuples des volcans, les peuples des volcans qui vivent en autarcie, loin des affres d'une modernisation qui pourrait fragiliser leurs pratiques ancestrales. Oula Lohmann, on l'avait déjà exposée à l'Agassiz il y a quelques années. C'est une photographe allemande, incroyable, avec une énergie débordante, une vivacité exceptionnelle. Elle a un œil de dingue. Elle regarde tout. Et ce qu'elle a voulu faire avec cette Nouvelle-Bretagne, c'était justement c'était une province qui était fortement boisée. Plus de 98% de la forêt primaire était encore intacte il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a 20 000 hectares qui sont sacrifiés chaque année. Et son travail, c'est une aventure. Vous découvrirez cette aventure puisqu'elle est allée, il a fallu 1 semaine de marche pour aller rejoindre ces peuples. Après, il faut rester avec eux pendant plusieurs semaines, reprendre 1 semaine de marche. Donc, ce sont des gens qui se font petits, mais on voit la modernisation qui commence à arriver petit à petit. Mais c'est un travail magnifique sur la diversité du vivant, sur les forêts primaires qui regorgent encore d'espèces totalement inconnues. Et je remercie encore la Fondation Yves Rocher qui a financé ce reportage. Il y a un prix photo de la Fondation Yves Rocher qui en est à sa 9e édition, 9e année de partenariat avec le festival. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il est, qui a été choisi et comment ce photographe ou cette photographe va être exposé? Alors en juin, effectivement, se réunira un nouveau jury et ça sera le 10e anniversaire finalement de ce prix photo Fondation Yves Rocher en partenariat avec Visa pour l'image. Visa pour l'image à Perpignan qui a lieu tous les ans des premières semaines de septembre à Perpignan. Donc en fait, le prix est remis à un photographe après un jury qui se réunit à un photographe soucieux de l'environnement. Il est remis à Visa, c'est une bourse de 8 000 €. Et dans la foulée de cette bourse, il va réaliser le projet photographique qu'il a défendu et qui est montré à chaque fois, pour la première fois dans son intégralité, à l'Agassiz au mois de juin.
Alors là, cette année, c'est Gaël Turin. Gaël Turin, qui est un photojournaliste belge et qui est parti au Bénin, l'ancien royaume du Dahomey, le Bénin qui est le berceau du vaudou. Et il est allé sur cette terre qui est nichée au nord du golfe de Guinée, coincée entre le Togo à l'ouest et le Nigeria à l'est. C'est une frontière entre les morts et les vivants, qui est plus ténue que le profane veut bien le croire. Et il est allé dans ces forêts sacrées. Il lui a fallu énormément de temps, de patience, d'autorisation des chefs spirituels du pays pour pouvoir rentrer justement dans ces forêts qui sont des véritables sanctuaires, mais aussi des sanctuaires de biodiversité, puisque personne ne rentre dans ces forêts sacrées. Donc ce sont ces adeptes du vaudou qui sont finalement les gardiens de ces derniers petits espaces de forêts primaires. Au Bénin, il y a 3000 forêts sacrées. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est important. C'est 0,2% du territoire. Mais ce sont des forêts qui sont menacées aussi par tout ce qui concerne la pression démographique, l'extension des terres. Et c'est cette situation complexe que Gaël Turin a voulu comprendre, la documenter. Il s'est concentré sur la survivance de tous ces rites qui sont liés à la seule existence d'une nature préservée. Et si celle-ci disparaît, si ces sources de vie sont souillées, c'est en fait tout un système de croyances, toute une culture qui vont s'effacer à jamais. Et là, j'adresse un remerciement particulier parce qu'il est en train de l'écrire. C'est que, à côté de ce travail de Gaël Turin, on aura un magnifique texte qu'on attend de Laurent Godet. Laurent Godet qui est prix Goncourt, vous savez, 2004, pour son roman Le Soleil d'Escorta, et qui a généreusement prêté sa plume pour un texte inédit qui accompagnera le travail de Gaël Turin et qui sera montré à l'Agassi. Donc on attend ce texte avec impatience qui sera, je suis sûr, magnifique. On passe au partenariat avec le département du Morbihan. Ah bah oui, ça c'est... Voilà. Racontez-nous ce partenariat et comment il se concrétise. C'est une commande qu'on va pouvoir découvrir encore cette année. Bon, bah ça, c'est un soutien indéfectible, magnifique, qui est réalisé chaque année avec le conseil départemental du Morbihan, qui, pareil, finance un projet photographique sur notre terre du Morbihan. L'année dernière, vous aviez eu le travail de Lorraine Turcy sur les derniers pêcheurs. Et puis, cette année, avec le département, avec Olivier Giquel, l'idée était de partir sur la découverte de notre patrimoine rural. Donc notre petit patrimoine rural, donc à un moment c'est de quitter tous les grands sites touristiques du Morbihan, qui ne sont pas dénués de charme, mais puis vous prenez les chemins de traverse, vous vous enfoncez dans la lande bretonne, vous longez les sentiers côtiers, vous perdez dans des hameaux reculés, et puis là vous découvrez des trésors méconnus qui ont été bâtis, sculptés, façonnés dans des temps parfois immémoriaux. Et ce travail, on l'a confié à une artiste vraiment exceptionnelle, à Sophie Zénon. Sophie Zénon, que vous connaissez un petit peu, qui avait exposé ici il y a quelques années, au début du festival. À l'époque, elle était plus une photographe documentaire. Aujourd'hui, c'est une artiste à part entière. Et l'espace de tout un hiver, elle est partie de Louoquan à Locmaria. Après, je vous parlerai de ce procédé. Elle est allée sillonner le territoire du Morbihan accompagné par Diego Mins. J'adresse un grand merci à Diego Mins, qui est le conservateur du patrimoine au conseil départemental, et conseil départemental qui est initiateur de cette commande, et Diego Mins qui connaît ce département comme sa poche, et qui l'a emmené dans les coins les plus reculés pour aller découvrir ces merveilles. Ce qui a fasciné Sophie Zénon, c'est cette imbrication du granit au paysage, et au végétal en particulier. Pour elle, il se dégage d'une sorte d'atmosphère parfois sereine, parfois mélancolique, qui est propice à une forme d'introspection et de méditation. D'où ce dispositif radical de prise de vue que l'artiste a souhaité, qui cherche sans relâche, justement, c'est une artiste qui aime expérimenter tout le médium photographique pour donner des naissances à des œuvres vibrantes et poétiques. Ici, elle a pris le parti de la frontalité, le parti des plans d'ensemble, et elle a eu recours à une technique ancienne que vous avez vue dans la photographie avant, c'est celle de l'orotone. Voilà, c'est celle de l'orotone. L'orotone, c'est quoi ? C'est un tirage photographique très ancien, sur plaque de verre, à la gélatine d'argent, sur laquelle elle a impliqué au pinceau une dorure à l'or. Et j'aurais pu l'amener parce qu'elle en a déjà réalisé 4. Elle le sait en cours de réalisation. Toutes les photos ont été prises, mais il y en aura plus d'une vingtaine de photographies. Mais j'ai eu la chance avant-hier d'avoir
vraiment ce petit objet très précieux, très délicat, très fragile, magnifique, et avec cette signature photographique très intemporelle, où on voit ces tonalités noires et feu comme ça, et qui finalement se révèle un peu comme un écho à ces monuments sacrés, ce petit patrimoine qui est cher au cœur des habitants. Donc, dans le labyrinthe végétal de la Gacilly, ces photographies vont être imprimées en grand format sur aluminium brossé. Et ben, quand vous êtes dans le labyrinthe végétal, vous verrez ces photographies qui vont scintiller, se parer de jeux d'ombre et de lumière, et vraiment d'un effet surprenant de profondeur. Donc ça, merci pour le conseil départemental du Morbihan. Et puis, dernier, et c'est important, dernier hommage et dernier photographe, et ça c'est vraiment un gros cadeau qu'il nous fait à la Gacilly. Je crois que pour rendre hommage à la beauté, à la délicatesse, à la poésie, c'est vraiment un photographe de légende qui va nous emporter dans ses pérégrinations. Et je voudrais vous parler de Bernard Plossu. Bernard Plossu, qui est un inlassable voyageur migrateur. Il arpente le monde depuis ses débuts. Et nous aurons l'immense honneur de présenter en grand format ses photographies couleurs avec des tirages Fresson. Alors, on ne présente plus Bernard Plossu. Il a saisi à travers son objectif des instants furtifs dans le Chiapas mexicain, l'Ouest américain, le désert du Niger, les villages du Maroc et les côtes bretonnes. Et il est devenu célèbre pour ses noirs et blancs, irisés de gris. On l'a trop souvent comparé à Robert Frank ou à Édouard Bouba, qu'il admire pourtant. Mais le style de Bernard Plossu est singulier. Et l'homme, on l'a rencontré à La Ciotat avec Jacques, c'est vraiment un homme d'une immense sensibilité. Un magnifique personnage, mais vraiment un magnifique personnage et extrêmement émouvant. Et émouvant aussi dans ses clichés. Et en fait, Plossu, dès ses premiers clichés, il a inventé, je crois, une grammaire visuelle où se côtoient la subjectivité, la simplicité, le sensoriel et une vraie rigueur de composition. Et ce sont ces photographies en couleur, qui sont moins reconnues, que nous avons souhaité vraiment mettre en lumière, avec ces tirages Fresson. Alors c'est quoi les tirages Fresson? Les tirages Fresson, c'est cette texture particulière que vous voyez, ce rendu très subtil d'un procédé pigmentaire. Il avait été inventé au XIXe siècle par la famille du même nom, la famille Fresson, qui est basée à Savigny-sur-Orge. C'est la 4e génération aujourd'hui qui continue à faire ce procédé, que seuls connaissent. Et ça répond vraiment avec merveille à la focale sans esbrouf de Bernard Plossu, qui est soucieux à chaque fois de mettre à distance le spectaculaire et le grandiloquent. Et on va découvrir ces images de poésie on voit le frémissement du monde, ses formes, et c'est ce rendu qui est vraiment particulier, ce rendu poudré, légèrement charbonneux, qui confère au paysage un aspect réel. Et là, je voudrais remercier une 3e galerie, la galerie Camera Obscura à Paris, qui représente le travail de Bernard Plossu. La galerie Camera Obscura qui est représentée par Didier Brousse, et je remercie Didier Brousse et César Champetier qui travaillent avec lui. Et c'est lui qui nous a confié ces tirages uniques, parce qu'ils sont uniques, et qu'il a fallu reproduire, et que vous verrez reproduits dans la rue Saint-Vincent cet été. Voilà, donc cet été, c'est l'idée je vous disais, il faut montrer un peu de fête. Il n'y a pas que les Jeux Olympiques, il faut venir à la Gacilly. Et l'espace d'un été, on va accompagner les visiteurs, j'espère, dans leur quête du merveilleux, en faisant l'éloge d'une planète que nous chérissons. Merci Cyril Drouet. Il n'y a pas que les Jeux Olympiques. Il n'y a pas que les Jeux Olympiques, avez-vous dit, mais le sport, il sera quand même présent dans le festival cet été, puisque Manuel Der, c'est vous qui allez nous parler de la dernière exposition qui ne nous a pas encore été présentée, à savoir le festival photo des collégiens, qui en sera à sa 13e édition cette année. Rappelez-nous de quoi il s'agit et qu'ont fait les collégiens et les photographes qui les accompagnent pour cette édition. Alors effectivement, Arnaud, depuis 13 ans maintenant, parmi les projets d'éducation artistique et culturelle qu'accompagne le Festival Photo, il y a ce super projet avec le Festival Photo des collégiens.
Alors, grâce au soutien du conseil départemental du Morbihan, ce sont effectivement 16 collèges, et ce ne sont jamais les mêmes, et environ 350 élèves qui réalisent ce festival photo avec une thématique. Et comme vous l'avez signalé tout à l'heure, souligné, eh bien, dans cette année olympique, difficile de passer à côté du sport. Donc le titre de cette exposition sera « L'esprit du sport ». Il faut savoir que ce sont les élèves qui réalisent les photos, ce sont eux qui choisissent les photos qui vont être exposées, ce sont eux aussi qui réalisent les textes et les légendes et qui en font les traductions. C'est donc un travail global sur toute l'année qui est réalisé avec leurs professeurs et avec aussi les photographes professionnels que je salue. Alors, quelles autres actions culturelles mettez-vous en place pour élargir, diversifier, répondre à toutes les attentes des différents publics ? Alors, effectivement, on met des différentes actions artistiques et culturelles. Là, la région, par exemple, nous sollicite pour un projet avec une résidence d'artistes dans un lycée proche d'ici pour les 2 prochaines années. Et on propose aussi, par exemple, l'exposition pédagogique itinérante Planète 17 que l'on met à disposition d'établissements scolaires ou d'autres collectivités. Cette exposition est partie, par exemple, cette semaine, lundi, dans un lycée à Redon, proche de Lagacy, pour 1 mois. Et cette exposition Planète 17 qui interroge sur les 17 objectifs de développement durable définis par l'ONU au travers du regard de différentes signatures photographiques. Alors, pour ce qui est de nos actions de médiation, eh bien, tout comme en 2023, ce sera environ 4000 élèves qui vont bénéficier de ces actions de médiation. Ces actions qui s'adressent également à des publics individuels, mais aussi à des entreprises, et avec de plus en plus au cœur de nos préoccupations, bien l'accessibilité à toutes et à tous, et avec de plus en plus d'aménagements à cet effet, comme on peut le voir ici en 2023, des plattelages qui ont été mis en place et que l'on va faire en sorte de développer sur d'autres expositions cette année et les années à venir. Et puis, Jacques Rocher l'a dit au tout début, la Gacilly a un partenariat étroit avec Baden en Autriche. C'est la 7e édition. Que vont-ils voir et comment se passe ce partenariat ? Effectivement, depuis 7 ans maintenant, nous avons un très beau partenariat avec une ville au sud de Vienne, en Autriche, une ville d'eau de 120 000 habitants qui s'appelle donc Baden, où l'on retrouve l'exposition de l'année N-1 de la Gacilly. Ça veut dire que cette année, on va retrouver Nature en héritage, qui était à la Gacilly en 2023, et on va la retrouver à Baden du 15 juin au 15 octobre. Alors, même principe, même durée, un festival en extérieur, avec une fréquentation d'environ 280 000 festivaliers, avec un très beau travail de mise en scène que vous pouvez voir ici dans les jardins de Baden, dont je salue les équipes qui sont en ligne. Hello Louise, Florence and all the team. Ce partenariat avec Baden, eh bien, c'est pour nous un véritable tremplin aussi pour exporter à l'international notre vision du festival qui est d'émouvoir, de sensibiliser et de partager notre espoir d'un monde plus responsable. Et puis les remerciements pour tous ceux qui permettent au festival d'exister, de continuer à vivre. Alors tout à fait, Jacques, en introduction, l'a souligné, on a des partenaires, et Cyril, pendant sa présentation de la programmation, on a cité quelques-uns, mais effectivement, on a des partenaires et des mécènes qui nous accompagnent. Et pour commencer d'ailleurs, je voudrais faire un petit clin d'œil à Pierre Morel, qui est ici dans la salle, et au Café Lobodis, qui nous ont ce matin permis, pour ceux qui sont en présentiel, de pouvoir bénéficier des macarons Pierre Morel et du café de Lobodis. Mais comme vous pouvez le constater, ils sont nombreux, ces partenaires. Je ne vais donc pas pouvoir tous les citer. Mais dans les grandes lignes, bien déjà, nous avons tout d'abord les collectivités qui soutiennent et reconnaissent le Festival Photo La Gacilly comme un événement majeur dans le Morbihan et plus largement en Bretagne, en France et en Europe, comme j'ai pu l'évoquer juste avant. Mais il y a aussi tous les mécènes privés, sans lesquels rien ne serait possible. En effet, ils sont tout d'abord des compagnons de longue date, pour la plupart, fidèles, et qui partagent finalement les valeurs du Festival Photo. Et en plus de cela, eh bien, leurs dons sont précieux,
puisque cela représente environ 60% du financement du festival photo. Ils sont donc indispensables. Parmi ces mécènes, il y a les mécènes locaux de la GACI et aux alentours, avec les commerçants, les artisans et autres, qui, cette année, enfin depuis 2023, ont pris une part prépondérante dans leur soutien, en le multipliant par 10 ce soutien entre 2022 et 2023, et je crois qu'on ne peut que s'en féliciter. Merci aussi à nos partenaires médias qui nous offrent une grande visibilité dans les grandes gares bretonnes, par exemple, mais aussi sur des affichages publicitaires sur tout le Grand Ouest. Et aussi, merci encore à la presse papier, radio, TV et autres qui nous soutiennent toute l'année. Et puis pour finir, eh bien, merci à tous nos partenaires techniques. Et comme vous l'avez signalé, Jacques et Cyril, nos 5 labos qui vont imprimer cette année encore environ 800 magnifiques photos que je vous invite tous à venir découvrir pour cette 21e édition à compter du 21 juin prochain. Merci pour votre attention. Merci Emmanuel. Avez-vous des questions à poser pour avoir des compléments d'information alors que vous soyez ici dans la salle ou que vous nous suiviez sur YouTube, puisque vous pouvez vous servir du chat pour poser vos questions que je relayerai ici. Alors comme on ne voit pas du tout dans la salle, je ne sais pas si il y a des questions ici. Personne. On peut peut-être revenir pour les personnes notamment qui nous ont rejoints en cours de route, ce que Jacques l'a évoqué au tout début, les raisons du décalage temporel. Ce sera bien cet été. Mais au lieu de commencer début juin, ça commencera le 21 juin pour aller jusqu'à début novembre. Quelle explication à cela ? En effet, Jacques l'a évoqué tout à l'heure, il y a à la GACI des travaux qui doivent être faits au niveau du cours d'eau qui passe à la GACI, notamment qui va impacter la place de la Ferronnerie, qui est un des points centraux à la GACI. Et donc, comme ces travaux, qui sont des travaux d'une passe à poissons, eh bien, vont démarrer dès le mois d'avril et notamment l'impact le plus important va être entre la mi-mai et la mi-juin. Et donc, pour ne pas prendre de risques, on a décalé le démarrage du festival le 21 juin et ensuite on s'est dit, soit on fait comme tous les ans, on fait 4 mois et ça nous amène au 20 octobre, mais finalement on a dit le 20 octobre c'est le début des vacances, autant prolonger jusqu'au 3 novembre à la fin des vacances. Voilà comment faire d'une contrainte un atout supplémentaire. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Et bien, puis il n'y a pas de questions ni dans la salle ni sur Internet. Je vous remercie pour les journalistes. Vous pouvez évidemment contacter le 2e bureau pour avoir davantage de renseignements et le dossier de presse vient ou va vous être envoyé pour retrouver tous les éléments qui vous ont été présentés. Merci beaucoup Jacques Rocher, merci beaucoup Emmanuel Der, merci beaucoup Cyril Drouet. Merci également à Artemisia, aux équipes techniques, à Mélina Leblé pour l'organisation de cette conférence et à tous ceux qui y ont participé. Merci à vous, bonne journée, rendez-vous donc le 21 juin pour l'ouverture du Festival Photo de la GACILI.